Épisode 5. L'importance de l'internationalisme. 14 blindés de la gendarmerie sont prêts à intervenir en cas de débordement. Une année de crise mondiale frappée par l'effondrement du système boursier international en septembre. 15 jours marqués par une répression sanglante. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. Qui fait face en ce moment dans son pays à d'importantes grèves dans le secteur automobile. Les esclaves brûlent les plantations, les champs et les bâtiments industriels. Printemps arabe. Et le mouvement prend de l'ampleur. C'est le drapeau noir qui flotte sur les toits de l'hôtel de ville. Hier, c'est une autre usine qui s'est mise à l'arrêt. Parti bolchevique. La guérilla colombienne des FARC a annoncé dimanche l'abandon du recours aux enlèvements. Explosion! Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de Par le fer et par le feu, dans lequel on va parler d'internationalisme. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que l'internationalisme ? Je t'apprends rien en te disant qu'actuellement, la planète est divisée par des frontières, des lignes imaginaires qui seraient censées délimiter une culture, une langue et un régime politique différents. Ces frontières ont été décidées par quelques personnes qui ont eu le pouvoir d'envoyer des populations se massacrer pour gratter le maximum de territoire. Une fois ces territoires récupérés, ces quelques personnes ont imposé leurs projets, leurs visions, et ont continué à s'enrichir grâce à l'exploitation des ressources, et surtout des gens vivant sur ce territoire. Ils font naître des sentiments nationalistes, pour que même l'exploité le plus exploité dirige sa colère de l'autre côté, de la frontière. Je mentirais si je disais qu'on n'est pas obligé d'accepter ce partage du monde. Les frontières existent, et certains les subissent bien plus violemment que d'autres. On doit les prendre en compte dans n'importe quel mouvement politique. Mais on n'est pas obligé de les cautionner. Le monde est divisé par États-nations, mais il est surtout divisé par des classes sociales. Les capitalistes et la classe travailleuse. Tu peux essayer autant que tu veux de ressembler aux bourgeois français. Tu auras toujours plus de points communs avec un prolo à l'autre bout de la planète. L'internationalisme, c'est ça. C'est lutter pour un projet socialiste, pas seulement à l'intérieur des frontières, mais sur l'ensemble du monde. Et c'est pas faire des alliances avec des révolutionnaires d'autres États. C'est travailler avec des camarades qui, par hasard, sont nés ailleurs, pour renverser le capitalisme et imposer un système sans classe et sans exploitation. La bourgeoisie, elle, est internationale. Avec l'aide de son outil, le gouvernement, elle se bat contre les autres bourgeoisies pour gagner des capitaux par-ci par-là. Mais en vrai, elle préférera toujours faire alliance avec la bourgeoisie d'un autre État, plutôt qu'avec le prolétariat de sa nation. Elles ont des intérêts de classe qui dépassent les intérêts nationaux. Par exemple, dans le dernier épisode, je te parlais de la Commune de Paris. Et la Commune a commencé quand Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse. Il a déclaré la guerre parce qu'à ce moment-là, il y avait des révoltes en France. Le peuple se soulevait, et pour calmer le soulèvement, il a préféré envoyer la population en guerre, plutôt que de mettre en place la République. Donc Napoléon perd une bataille, il se fait capturer, il y a la République, les monarchistes prennent le pouvoir et empêchent les élections municipales de Paris, ce qui aboutit à la Commune. Il y a le gouvernement à Versailles et les armées prussiennes, donc allemandes depuis, qui occupent une grosse partie du territoire français. Les Versaillais arrivent donc à écraser la Commune, mais du coup, d'où ils sortaient leurs soldats ? 50 000 soldats versaillais, c'était des soldats français qui avaient été faits prisonniers par les Prussiens, et qu'ils avaient accepté de libérer pour que le gouvernement français écrase la révolte parisienne. Et pareil, quand les Versaillais avaient besoin de prendre une certaine route pour encercler Paris dans un territoire occupé par la Prusse, les Prussiens les laissaient passer sans problème, même si c'est deux gouvernements qui sont normalement en guerre. Ce que je veux dire, c'est que leurs intérêts de classe passeront toujours en priorité. Le gouvernement prussien avait tellement peur que la Commune s'étende jusqu'à chez lui, qu'il a préféré s'allier avec le gouvernement contre qui il était en guerre, en libérant les prisonniers français, afin de mater ensemble les communards qui représentent une vraie menace pour la bourgeoisie de part et d'autre du Rhin. Et donc la guerre, c'est à la fois une façon de gagner plus de capitaux, mais aussi une façon de rediriger la colère de son peuple. Les idées nationalistes, comme quoi on serait en guerre et donc que la défense de la patrie passerait avant tout, d'ailleurs même pas vraiment besoin d'être en guerre, le climat hyper raciste en France, de plus en plus crade, c'est voulu. C'est parce qu'on vit de plus en plus mal, mais au lieu de reconnaître que le capitalisme n'est pas un système viable, on va faire croire aux gens que c'est à cause des personnes racisées, des musulmans, que tout va mal. Et la déshumanisation, le racisme, ça sert à un projet idéologique mais aussi à des intérêts. Le but est que sur le sol français, il y ait moins d'alliances entre les travailleurs et travailleuses, mais aussi qu'on se sente différent des populations exploitées ailleurs dans le monde, qu'on ne se sente pas concerné ni par leurs problèmes ni par leurs luttes. Mais ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est que les luttes internationalistes à la fois ont existé et à la fois sont complètement essentielles. Et si nous tirons tous, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà.
Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Les expériences d'internationales ouvrières. Plusieurs fois à partir du 19e siècle, les travailleurs et travailleuses ont essayé de s'organiser, pas seulement nationalement, mais aussi internationalement. Je dis travailleurs et travailleuses, mais il est clair que la participation des femmes n'a pas été une évidence. J'en reparlerai. Peut-être que les termes de première internationale, deuxième internationale ou internationale communiste te disent quelque chose. On va essayer d'y voir un peu plus clair. La première internationale se crée en 1864, à l'initiative d'organisations françaises et anglaises, et va prendre le nom de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. En règle générale, les internationales vont surtout mettre en lien des organisations ouvrières occidentales, parce que c'est là où la classe ouvrière est la plus implantée. Cette première internationale tiendra 12 ans, mais marquera le début des courants dominants dans les milieux ouvriers occidentaux. Elle créera des lignes claires entre marxistes, anarchistes, réformistes ou socialistes. Au départ, les organisations qui rentrent dans l'internationale sont très différentes. Il y a des partis, des syndicats et des associations. En termes idéologiques, il y a des révolutionnaires, des modérés, des réformistes ou encore des nationalistes. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements différents. Les premiers grands débats vont avoir lieu entre les mutualistes, un courant anarchiste, et les collectivistes, représentés par Marx ou Bakounine. Les mutualistes vont rapidement quitter l'internationale et les désaccords vont ensuite avoir lieu entre Marx et Bakounine, à la fois sur la question de l'État, mais surtout sur la question de comment doit se structurer cette internationale. C'est les débuts des divergences entre les marxistes et les anarchistes, et au congrès de La Haye, en 1872, il y a scission, et les anarchistes partent fonder l'internationale anti-autoritaire qui ne tiendra pas longtemps. L'Association internationale des travailleurs ne tiendra pas longtemps non plus, parce qu'avec le départ des anarchistes, les réformistes qui partent aussi et les militants parisiens qui ont subi une grosse répression après la Commune de Paris, il y a plus grand monde. Et en plus, la situation mondiale a beaucoup changé avec la chute de certains empires, donc l'AIT s'autodissout en 1876. Mais elle a été très formatrice. Déjà parce que son rôle a évolué. À ce sujet, je te cite le livre « Pour lire la première internationale » de Marcelo Musto. La configuration de l'internationale était donc devenue obsolète, et sa mission originelle avait pris fin. La tâche n'était plus désormais de préparer et d'organiser un soutien pour les grèves à l'échelle européenne, ni de convoquer des congrès sur l'utilité des syndicats ou sur la nécessité de socialiser les terres et les moyens de production. Ces thématiques faisaient désormais partie de l'héritage collectif de l'organisation tout entière. Après la Commune de Paris, le vrai défi pour le mouvement ouvrier était d'ordre révolutionnaire. Comment s'organiser de manière à mettre fin au mode de production capitaliste et à renverser les institutions du monde bourgeois? Il n'était plus question de réformer la société existante, mais de savoir comment en construire une nouvelle. Mais aussi l'AIT a été très formatrice, parce qu'elle a permis de poser sur la table des questions essentielles. Est-ce que l'internationale doit être un modèle d'organisation révolutionnaire, ou est-ce qu'elle doit être un moyen? Est-ce qu'il vaut mieux la centralisation du pouvoir ou l'autonomie des sections nationales? Quoi penser des élections? Quelle serait la place de l'État dans une société différente? Qui doit faire la révolution, la classe ouvrière ou des militants révolutionnaires? Comment se passerait la période de transition? Et tout ça, c'est des questions très intéressantes, auxquelles d'ailleurs on essaye un peu de répondre dans ce podcast. La deuxième internationale se crée en 1889. À ce moment-là, les organisations ouvrières sont plus fortes et leurs membres plus nombreux. Le projet est plus clair, ça se voit qu'il y a eu l'expérience d'une tentative échouée. La deuxième internationale, qui va s'appeler l'Internationale ouvrière, se donne pour but de coordonner les actions du mouvement ouvrier. Elle est marxiste, il n'y a plus trop de débat là-dessus, mais par contre, il y a un vrai débat sur la question du révolution ou réformisme. Les discours de l'Internationale ouvrière penchent plutôt vers la révolution, mais dans les faits, ses membres, le plus gros étant le SPD, le Parti social-démocrate allemand, vont prendre des décisions parfois réformistes. C'est aussi au moment de cette deuxième internationale que les femmes vont imposer leur présence dans le projet politique. Elles vont déplorer le fait que les questions relatives aux ouvrières ne soient pas prises en compte, et créer une internationale socialiste des femmes. Clara Zetkin, une révolutionnaire allemande, connue pour avoir instauré la Journée internationale du droit des femmes, va prononcer un discours au congrès de la fondation de cette deuxième internationale. Je te mets quelques extraits. Il n'est pas surprenant que les réactionnaires aient une conception réactionnaire du travail féminin. Mais il est extrêmement surprenant de rencontrer, dans le camp socialiste, un concept erroné qui consiste à exiger la suppression du travail des femmes. Le problème de l'émancipation des femmes, c'est-à-dire en dernière instance celui du travail féminin, est un problème économique. Et l'on est fondé à attendre des socialistes une meilleure compréhension des problèmes économiques.
Sans l'aide des hommes, et il faut bien le dire, parfois contre leur volonté, les femmes ont rejoint le camp socialiste. Dans certains cas, elles y ont même été irrésistiblement poussées. Mais elles sont maintenant dans ce camp et elles y resteront. La Première Guerre mondiale va démarrer et l'Internationale ouvrière va complètement échouer à opposer une résistance au massacre. Les partis socialistes trahissent la classe ouvrière, trahissent les idées de l'Internationale et votent les crédits de guerre. Officiellement, la Deuxième Internationale va prendre fin un peu plus tard. Mais dans les faits, c'est le début de la guerre et la trahison des organisations ouvrières qui vont marquer la date de la fin de cette tentative. Mais en 1919, troisième tentative d'internationale. Celle-ci est très différente. Entre 1914 et 1919, il s'est passé plein de choses. En plus de la mort de 9 millions de personnes pour les intérêts de quelques bourgeois, il y a une révolution en Russie. Je vais pas trop revenir dessus parce que je parle de la Russie et de l'Union soviétique dans quasiment tous les épisodes, mais en gros les travailleurs ont pris le pouvoir via le parti bolchevique qui maintenant dirige tout et qui a absolument besoin qu'une révolution se produise ailleurs. En fait, la nouvelle Union soviétique est dans une situation catastrophique. Attaquée par des monarchistes, des bourgeois et des nationalistes, faisant face à la famine et à la guerre, elle est à bout de souffle. Il y a besoin de soutien matériel, qu'elle ne peut avoir que grâce à un pays plus développé, industriellement parlant. Tout le monde pensait que la révolution en Russie allait être le premier domino d'une révolution mondiale. Force est de constater que c'est pas le cas. Les révolutionnaires russes sont un peu dans la merde et du coup ils fondent en 1919 la Troisième Internationale, appelée Internationale communiste, ou aussi Comintern. Là, le projet est au départ très clair. Fonder des partis réellement révolutionnaires partout dans le monde, il n'y a pas de social-démocratie. Au départ, il y a de la motivation. Il y a une révolution en Allemagne, en Hongrie, en Italie, il y a les Biennio Rosso, donc 2 années de grosses grèves et d'insurrection, sauf que tous ces mouvements prennent fin, et le Comintern devient un outil sous le contrôle de Moscou, qui veut imposer le fonctionnement du parti bolchevique, donc de plus en plus bureaucratique, à tous les partis communistes. Cette Troisième Internationale, elle n'est pas là pour le débat. Elle est là pour que l'Union soviétique dicte la marche à suivre aux militants et militantes des autres pays. Elle se veut être le point central des directions révolutionnaires. Les stratégies vont varier. Parfois on va s'allier avec la social-démocratie pour la faire pencher à gauche, parfois on va complètement s'opposer à elle, et parfois on va faire front unique avec la bourgeoisie contre le fascisme. En même temps que la dégénération et la bureaucratisation de l'Union soviétique, le Comintern devient son instrument pour imposer ses projets. C'est ironique, mais le seul endroit au monde où il y a eu une révolution ouvrière devient petit à petit un danger pour les communistes partout sur la planète. En 1935, cette Troisième Internationale se dissout, et elle a eu, encore maintenant, des impacts très importants sur tous les partis communistes d'Europe et d'Asie. En France, c'est comme ça que se crée le PC. Il y a eu une scission de la SFIO entre celles et ceux qui voulaient suivre la ligne de l'Union soviétique et celles et ceux qui ne le voulaient pas. Et le Parti communiste français a été pendant longtemps stalinien. Malgré du coup la merde qu'a entraîné l'internationale communiste, notamment au moment de la révolution chinoise de 1927, dont je te parlerai dans un prochain épisode, elle a posé des questions qui avaient été seulement survolées par ses ancêtres, notamment celle des colonies. Après la révolution en octobre 1917, les bolcheviks déclarent au peuple qui était soumis au tsar russe qu'ils étaient maintenant libres de disposer d'eux-mêmes. Par exemple l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, enfin tous les pays qui composaient l'Empire russe avant 1917. Cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça paraît parfaitement normal. Mais d'autres révolutionnaires vont pas mal critiquer cette décision, notamment Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande, qui va considérer que c'est une foutaise petite bourgeoise. Parce que dans tous ces pays, la contre-révolution bourgeoise a gagné, le nationalisme a gagné. Elle en parle dans son livre « La Révolution russe ». Que signifie ce droit en effet ? C'est un principe élémentaire de la politique socialiste qu'elle combat, comme toutes sortes d'oppressions, celle d'une nation par une autre. Si, malgré tout, des hommes politiques aussi réfléchis que Lénine, Trotsky et leurs amis n'ont que haussement d'épaules ironiques pour des mots d'ordre utopiques tels que désarmement, société des nations, etc., ont fait cette fois leur cheval de bataille d'une phrase creuse du même genre, cela est dû, nous semble-t-il, à une sorte de politique d'opportunité. Lénine et ses amis comptaient manifestement sur le fait qu'il n'y avait pas de plus sûr moyen de gagner à la cause de la Révolution les nombreuses nationalités halogènes que comptait l'Empire russe que de leur accorder, au nom de la Révolution et du socialisme, le droit absolu de disposer de leur sort. Malheureusement, le calcul s'est révélé entièrement faux, tandis que Lénine et ses amis espéraient manifestement que, parce qu'ils avaient été les défenseurs de la liberté nationale, et ce jusqu'à la séparation complète, la Finlande, l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie, les pays baltes, le Caucase, etc., deviendraient autant d'alliés fidèles de la révolution russe. Nous avons précisément assisté au spectacle inverse. L'une après l'autre, toutes ces nations utilisèrent la liberté qu'on venait de leur octroyer pour s'allier à l'impérialisme allemand contre la révolution russe. Pour Rosa Luxembourg et d'autres révolutionnaires, remplacer une bourgeoisie coloniale par une bourgeoisie nationale, ça n'a pas d'intérêt pour la classe travailleuse. Effectivement, travailler pour payer la caisse de ton patron français ou pour payer celle de ton patron qui a la même nationalité que toi,
ça change pas grand-chose matériellement. Mais c'est quand même hyper important. Et heureusement qu'au moment de la révolution russe, les colonies de l'Empire ont été libérées par les révolutionnaires. Ce serait même à mon sens, mais complètement autoritaire de pas le faire. Mais donc, l'internationale communiste voulait intégrer des classes travailleuses non occidentales. Et surtout, voulait que la question des colonies soit une question centrale pour les partis ouvriers des pays impérialistes. Il y avait 21 conditions pour qu'un parti puisse intégrer le Comintern. La 8e est celle-ci. Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir, non en parole mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. Il y a eu des tentatives à partir de 1938 pour faire vivre une 4e internationale, trotskiste cette fois. Mais c'est vraiment brouillon. Il y a eu des scissions très régulièrement, très peu de partis qui la composaient étaient implantés parmi la classe ouvrière, et les agents des services secrets soviétiques étaient à l'intérieur. Donc rien d'important à notifier parmi cette 4e internationale. Si je fais cet épisode, c'est qu'il est à mon sens très important de faire une 5e internationale. C'est un beau projet, je sais. Aucun parti actuellement n'est assez implanté parmi la classe ouvrière, peu importe le pays. Mais une révolution ne pourra tenir que si elle a lieu à différents endroits. Une révolution isolée ne pourra pas se maintenir du tout. En ce moment, nos gouvernements nous préparent la guerre. Les budgets militaires augmentent, le sentiment nationaliste aussi, et il y a des putains de pubs pour rejoindre l'armée sur les tables des terrasses de café. Alors évidemment, il y a déjà la guerre à plein d'endroits dans le monde, mais c'est pour ça que c'est urgent de mettre fin à tout ça. C'est urgent de se réunir sous une 5e internationale, ou n'importe quel autre nom, j'en ai rien à foutre, et que la classe travailleuse, dans son ensemble et pas seulement en Europe, puisse mener des actions qui lui permettraient de décimer la bourgeoisie, et enfin, d'instaurer un système viable. La tricontinentale. Bien évidemment, les Européens ne sont pas les seuls à essayer de s'organiser pour changer leur façon de vivre. Des tentatives ont aussi existé ailleurs, et j'ai envie de te parler de la tricontinentale. La conférence tricontinentale, qui s'appelle aussi la Conférence de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, est une conférence qui a eu lieu en janvier 1966 dans la ville de La Havane, à Cuba. Le projet est de réunir les révolutionnaires de ces 3 continents pour qu'ils débattent et réfléchissent ensemble à des tactiques concrètes de lutte contre l'impérialisme. C'est pas la première tentative de ce genre qui a existé, il y en a déjà eu d'autres avant, et en 1957, il y a eu notamment la conférence du Caire, donc la ville, pas le soin, qui a marqué un tournant dans la lutte anti-impérialiste. Parce que cette fois, contrairement à d'autres tentatives qu'il y avait eu encore avant, les délégations pouvaient être des partis ou des syndicats, et pas seulement des gouvernements. Et ça change tout. Sauf que le thème central de cette conférence, en 1957, c'était la lutte contre le colonialisme, et du coup, les peuples d'Amérique latine ne sont pas conviés à cette conférence. Parce que dans leur grande majorité, les pays sont déjà décolonisés. Pas tous évidemment, même encore maintenant, mais contrairement à l'Asie ou à l'Afrique, beaucoup de territoires ne sont, sur le papier, plus sous le contrôle de pays impérialistes. Sauf qu'on sait que c'est faux, même après la décolonisation, les populations restent soumises aux colonisateurs. L'impérialisme a fait en sorte que la bourgeoisie occidentale ait toujours la main mise sur les décisions politiques du pays, son mode de production, les conditions de vie des habitants, et aussi la criminalisation des luttes socialistes. Encore maintenant, évidemment. En janvier 1926, le gouvernement américain bombarde le Venezuela et en profite pour enlever le président et sa femme, en disant qu'il va prendre le contrôle du pays. Un exemple parmi des centaines d'autres de la place de l'impérialisme américain dans la vie politique en Amérique latine. C'est la révolution cubaine en 1959 qui va être le détonateur d'une prise de conscience énorme à propos de l'impérialisme, et qui va faire dire que lutter contre le colonialisme ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi lutter contre le néocolonialisme et par conséquent contre l'impérialisme. La citation qui suit est issue d'un discours de Fidel Castro, un révolutionnaire cubain, en 1960. 3 millions de Cubains n'ont pas l'électricité. 37% de notre population est illettrée.
95% des enfants des zones rurales souffrent de parasites. Le cas de Cuba n'est pas un cas isolé, c'est celui de tous les pays sous-développés. Il est semblable à celui du Congo, de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Iran, à celui de Panama qui veut son canal. Les problèmes de l'Amérique latine sont les mêmes que ceux de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient. Là-bas, le pétrole est aux mains de compagnies contrôlées par la France, les États-Unis, les Pays-Bas. Nous sommes du côté du peuple algérien, comme des autres peuples colonisés d'Afrique. Nous sommes du côté des peuples qui veulent être libres, non seulement politiquement, car il est très facile d'acquérir un drapeau, un blason, un hymne, une couleur sur la carte, mais aussi économiquement. Et c'est de ce constat que naît la conférence tricontinentale en 1966. Pendant 12 jours, 500 délégués de 82 pays sont présents. Et même si, comme on l'a vu, des expériences ont déjà eu lieu par le passé, celle-ci met en avant les idées des partis et des syndicats, et plus seulement des gouvernements. Je vais du coup beaucoup parler d'anti-impérialisme. Je t'ai déjà défini dans le premier épisode ce que c'était l'impérialisme. Je vais pas te le redéfinir ici, mais à la place je vais te mettre une citation. C'est Ben Barka, le président du comité d'organisation, qui a écrit ce texte pour introduire la conférence. Mais c'est pas lui qui le lira, parce que cet opposant au roi du Maroc a été enlevé, torturé et tué à Paris quelques semaines avant. Cet enlèvement a pu avoir lieu grâce aux services de renseignement de 3 pays, la France, le Maroc et Israël. Ce qui est arrivé à Ben Barka, c'est pas une affaire isolée. Plusieurs leaders de lutte de libération nationale ou de lutte contre le capitalisme se faisaient tuer à cette époque. Donc je te mets un extrait de l'introduction de la tricontinentale qui rappelle ce qu'est l'impérialisme et comment il fonctionne. Le crépuscule du 19e siècle est caractérisé en Europe et aux États-Unis par le développement de la bourgeoisie commerciale et industrielle, le progrès de la technique, de la science et de la culture, au bénéfice des minorités privilégiées qui détiennent et tirent profit du pouvoir, aboutissent à l'apparition du capital monopoliste et à l'apogée du capitalisme financier. La nécessité impérieuse d'élargir le marché existant et de chercher d'autres marchés pour l'exportation du capital accumulé, aux dépens du travail du peuple, détermine parallèlement la belliqueuse répartition du monde entre les grandes puissances. En fait, le projet de la conférence tricontinentale n'est pas seulement de lutter pour la décolonisation, parce que tout le monde s'est bien rendu compte, après la décolonisation de pas mal d'États, notamment en Amérique latine, que même une fois que les occupants quittent le pays, il est encore sous le contrôle du colonisateur. Oui, il faut mener une lutte de libération nationale, oui, il faut lutter contre le gouvernement colonisateur, mais surtout, d'après les instigateurs de la tricontinentale, il faut que tous les peuples opprimés luttent ensemble contre l'impérialisme. La seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vengas a llorar. Proposée par le gouvernement révolutionnaire de Cuba en 1960, la conférence a finalement lieu en 1966. Il y avait des centaines de délégués qui représentaient en tout 82 pays, et il y avait des observateurs et des journalistes. Pas mal de délégués ont galéré pour venir, ont dû prendre des voies clandestines parce qu'ils étaient considérés comme des terroristes et recherchés par tel ou tel gouvernement. En règle générale, c'était compliqué de venir parce que les États-Unis ont imposé un blocus à Cuba, encore en vigueur aujourd'hui. Mais les gens sont là, motivés à trouver des terrains d'entente et une stratégie de lutte. Il y a évidemment des désaccords. Parmi toutes les organisations présentes, on retrouve des nationalistes, des trotskistes, des staliniens et des maoïstes. Mais malgré ces désaccords, tout le monde s'entend à dire qu'ils ne sont pas là pour créer un modèle duquel devraient s'inspirer toutes les luttes. D'après eux, chaque peuple doit trouver sa stratégie. La citation suivante vient du livre La Tricontinentale de Saïd Bouamama. La quasi-totalité des forces qui se revendiquent de l'anticolonialisme tient à être présente à La Havane en ce mois de janvier 1966. Le pari de l'unité dans la diversité est largement gagné. Bien sûr, il ne l'est pas totalement. Des conflits ont lieu au cours de l'élaboration de la liste des invités. Les Chinois refusent la présence des Yougoslaves, même à titre d'observateurs, en raison de leur position concernant la guerre du Vietnam. De même, dans les pays africains où coexistent des mouvements de lutte armée et des organisations prônant une lutte pacifique, ce sont les premiers qui sont systématiquement invités. Alors le projet, c'est pas une révolution prolétarienne mondiale. C'est vraiment axé sur la lutte anti-impérialiste, la paix mondiale et la coexistence pacifique. Les délégués, souvent des universitaires, ont bien conscience que sous le capitalisme, qui est la racine de l'impérialisme, ce ne sera pas possible. Pour autant, il n'y a pas un projet de société différente qui est mis en avant. Il faut faire une union la plus complète et puis laisser à chaque peuple la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Que ce modèle socialiste ne serait pas le même partout.
Tout le monde était d'accord pour être contre l'exploitation de l'homme par l'homme, mais rien n'est mis derrière. C'est évidemment une volonté politique de ne pas vouloir imposer des projets pour un peuple qui n'est pas le sien. Mais du coup, le socialisme n'est jamais défini, et le mot peuple masque les différences de classe, et de genre d'ailleurs, qui existent entre les gens. Parce qu'en ce qui concerne la question de la lutte des classes, question qui est souvent mise au second plan dans les luttes de décolonisation, où à ce moment-là, la classe prolétaire d'un État-nation se bat avec sa bourgeoisie pour dégager le colonisateur, parce que c'est l'impératif du moment, Amilcar Cabral en parle. Cabral, c'est un homme guinéen qui a un rôle important dans le CONCP, le Comité des organisations nationalistes des colonies portugaises. C'est le regroupement des partis de libération des pays africains colonisés par le Portugal. Mais bref, Cabral va parler de classe sociale, et affirmer que les théories de lutte des classes dominantes ne sont pas adaptées à la situation des pays dominés, que dans ces pays-là, la petite bourgeoisie est la seule classe qui est assez éclairée pour faire la révolution. Pour ne pas trahir ses objectifs, la petite bourgeoisie n'a qu'un seul chemin. Renforcer sa conscience révolutionnaire, répudier les tentatives d'embourgeoisement et les sollicitations naturelles de sa mentalité de classe, s'identifier aux classes laborieuses, ne pas s'opposer au développement normal du processus de la révolution. Cela signifie que, pour remplir parfaitement le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, la petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire, entièrement identifié avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle appartient. La direction que prend au moment d'une révolution la petite bourgeoisie est évidemment très importante. Mais c'est faux de dire que parce que la classe prolétaire est arriérée ou pas cultivée, elle ne peut pas démarrer de révolution. C'est à mon sens une position d'intellectuel qui sous-estime la force et l'inventivité du prolétariat. En Russie en 1917, en Chine en 1927, il y a eu des révolutions démarrées et menées par le prolétariat, pourtant considérées comme arriérées. Et ce qui change avec les colonies, c'est pas le courage ou l'intelligence du prolétariat évidemment, mais c'est le développement de la classe ouvrière. En Russie et en Chine, les prolos qui ont fait la révolution faisaient partie d'une classe ouvrière qui se développait. Sauf que dans les anciennes colonies, notamment les colonies portugaises que connaît bien Amilcar Cabral, les colons n'ont pas voulu industrialiser ces pays, pour rendre la population colonisée dépendante de l'État colonisateur. Et sans grosse industrialisation, la classe ouvrière reste très faible, et donc c'est compliqué de démarrer une lutte de classe. Je me suis un peu égarée, revenons à la conférence tricontinentale. Après ces 5 jours de débat, plusieurs décisions sont prises, et surtout plusieurs objectifs sont visés. Beaucoup concernent la présence de troupes et de bases militaires d'occupation, avec la volonté de les dégager. Encore maintenant, on retrouve un nombre considérable de bases ou d'interventions militaires de pays impérialistes dans les pays qui y sont soumis. L'indépendance économique de chaque État est aussi une volonté, notamment la suppression de toutes les dettes que les anciens colonisateurs imposent sur les pays nouvellement décolonisés. Un point très important est celui de la culture et de la dignité. De se débarrasser du sentiment d'infériorité apporté par la colonisation en faisant revivre la culture des peuples opprimés. Pour ça, les projets de la tricontinentale portent énormément sur l'éducation, avec la lutte contre l'analphabétisme, l'apprentissage scientifique et artistique et l'organisation d'une instruction politique, même si je ne sais pas quelle forme cette instruction aurait dû prendre. Des échanges culturels entre les 3 continents étaient aussi un projet valorisé. Finalement, la tricontinentale n'existe plus. Elle aura été un relais médiatique en publiant jusqu'en 1992 une revue du même nom, et elle a fortement participé matériellement aux luttes de guérilla. Que cette aide soit financière, militaire, ou qu'elle soit une situation de repli pour les combattants et combattantes, elle montre à quel point ce n'est pas possible de faire une révolution en étant isolé, qu'on a besoin de s'unir internationalement. Pas parce que c'est joli à dire, mais parce que la bourgeoisie impérialiste, elle, est unie. Ce que la conférence tricontinentale a aussi permis de faire, c'est de dénoncer l'impérialisme à grande échelle et de montrer que la décolonisation ne libère pas réellement les colonisés. Même si la tricontinentale n'avait pas pour projet concret le démantèlement des classes sociales et l'abolition des États-nations, je voulais absolument t'en parler, parce que je suis tombée dessus par hasard en cherchant autre chose, et je trouve ça dommage qu'on ne connaisse pas cette tentative d'union anti-impérialiste. Les alliances contre l'impérialisme. Pour qu'on soit bien clair, l'internationalisme, c'est pas juste une alliance militaire. Ça peut être un soutien militaire, mais c'est surtout une organisation qui vise à renverser la société actuelle, le capitalisme, et en instaurer une autre sans classe sociale et sans forme d'oppression dans le monde entier.
Donc réduire les idées internationalistes à de l'envoi d'armes, c'est un raccourci. Mais j'ai quand même envie de profiter de cet épisode pour te montrer, en utilisant l'exemple de la lutte contre la colonisation, à quel point la population d'un État-nation ne peut renverser le gouvernement ou le colonisateur que s'il est aidé par un autre État-nation ou par d'autres groupes et partis ailleurs dans le monde. Et les luttes de décolonisation africaines, c'est un très bon exemple de ça. À partir du moment où les premiers pays se sont décolonisés, ça a fait un peu un effet domino. Déjà parce que c'est inspirant et ça motive les autres peuples à lutter, mais surtout parce que les premiers pays ont pu aider matériellement les suivants. Par exemple, les 5 pays africains colonisés par le Portugal sont parmi les derniers pays du continent à avoir été décolonisés. J'utilise uniquement le terme décolonisation et pas libération parce que c'était une énorme victoire, oui, mais dans la réalité, personne n'est libéré de l'impérialisme et encore moins les populations des pays anciennement colonisés, comme on l'a vu juste avant avec l'Afrique continentale. Ça fait un peu de répétition, mais je suis sûre que t'arrives à suivre. Donc ces 5 pays, l'Angola, le Mozambique, Sao Tomé, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, se sont alliés ensemble en créant la CONCP, la Conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises. Je t'en parlais juste avant avec Amilcar Cabral. La citation suivante vient d'une déclaration de la CONCP, transmise au comité de l'ONU. Au cours de notre lutte, nous avons toujours considéré l'unité comme l'un de ses principes guides. En effet, nous entendons devoir rassembler les efforts de tous les patriotes sans aucune exclusive, qu'elle soit religieuse, ethnique ou autre. En agissant ainsi, nous préservons l'unité du peuple et l'intégrité du territoire, exigence fondamentale de la réussite de notre lutte. Nous avons toujours lutté pour la réalisation de fronts unis de lutte à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle de chacun de nos pays. Guidés par ces mêmes principes unitaires, et afin de lutter plus efficacement et rapidement pour la libération de nos pays, les organisations nationalistes des colonies portugaises se sont réunies en avril 1961 à Casablanca et ont décidé la création de la Conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises, la CONCP. La CONCP constitue un symbole de l'unité de nos peuples. Elle a pour but la coordination de la lutte de libération des peuples des colonies portugaises et apparaît comme étant une contribution inestimable à la construction des assises de notre indépendance. La CONCP entend réaliser la coopération et la solidarité entre les peuples de nos pays dans la lutte générale contre le colonialisme portugais. Notre action conjointe permet d'affaiblir les rangs des forces colonialistes. La CONCP entend préparer nos pays à assumer pleinement les tâches de l'indépendance. C'est pourquoi nos efforts quotidiens se font vers l'élévation du niveau politique des masses. Cette conférence a pu avoir lieu avec l'aide du Maroc, parce qu'elle a eu lieu là-bas, à l'époque gouverné par le roi Hassan II, qui n'est clairement pas un modèle de socialisme et de décolonisation. Mais le Maroc n'est pas le seul État qui a aidé les luttes des colonies portugaises. Par exemple, en Guinée-Bissau, l'insurrection armée démarre en 63, et les guérilleros sont aidés par la Guinée-Conakry et le Sénégal, des pays voisins qui servaient notamment de point de repli. Certains pays accueillaient aussi des guérilleros et les entraînaient, comme l'Union soviétique, la Chine ou certains États d'Afrique du Nord. Les militants angolais, guinéens, mozambicains ou capverdiens recevaient leurs armes, leurs missiles et leurs chars de Cuba, de l'Union soviétique ou de la Chine. Et puis à leur tour, une fois décolonisés, ils ont aidé les guérilleros des pays voisins, comme la République populaire du Mozambique, qui a servi de zone de repli pour les indépendantistes zimbabwéens. Ces aides servent à un agenda politique et idéologique évidemment, mais elles montrent qu'aucune lutte d'une telle ampleur ne peut se mener sans un soutien logistique plus gros. C'est pour ça qu'une révolution ne peut tenir que si elle est internationale. Et les exemples, on n'en a pas seulement sur le continent africain. En Amérique latine aussi, un continent qu'on peut aussi appeler Abya-Yala, comme l'ont demandé certaines organisations autochtones latino-américaines, parce que c'était le nom donné à certains territoires avant la colonisation. Donc sur ce continent, il y a eu assez récemment des organisations révolutionnaires qui se battaient contre leur gouvernement corrompu par l'impérialisme et leur bourgeoisie, en utilisant des méthodes de guérilla. La plus connue, c'est la révolution cubaine. Après la décolonisation de Cuba, en 1898, les États-Unis se sont jetés sur l'île. Ils ne l'ont pas annexée, mais ils l'ont étouffée financièrement, et l'ont rendue économiquement dépendante d'eux. Donc quand, 60 ans après, en 1959, se termine la révolution cubaine, et qu'il y a l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire, les bourgeois états-uniens, ils ont le seum. Donc il va y avoir des lourdes sanctions, notamment le fameux blocus de Cuba. La révolution cubaine se voulait socialiste, oui, mais le socialisme ne s'installe pas tout seul, en claquant des doigts. Ça fait des années que l'île est remplie de champs de canne à sucre, d'usines de production de cigares et de casinos pour les riches américains, et il faut un moment de transition pour permettre des mesures socialistes et garder la tête hors de l'eau, en empêchant la famine. Donc le gouvernement cubain va s'appuyer sur l'Union soviétique, avec notamment des accords de défense, une aide technique et un commerce de sucre cubain et de pétrole soviétique. Évidemment, l'URSS, ça l'arrange bien, on est en pleine guerre froide, et faire une alliance avec un pays qui est à 400 km des États-Unis, ça le fait kiffer.
Mais c'est ce qui a permis que les Cubains et Cubaines ne meurent pas de faim, et c'est encore un exemple de pourquoi, si on est seul, c'est pas possible de faire tenir sa révolution. Et Cuba, de son côté, en plus de prendre des mesures socialistes pour l'île et combattre les États-Unis, qui font plusieurs attentats et tentatives d'occupation, va être un soutien pour les autres luttes ailleurs dans le monde, comme l'écrit Rémi Herrera dans son livre Une histoire populaire de Cuba. Ce début des années 1960 est aussi le moment que choisit la direction de la révolution cubaine pour généraliser son aide internationaliste, civile, mais surtout militaire. Vers l'Amérique latine et caribéenne, tout d'abord, en vue d'appuyer les guérillas en Amérique centrale, en République dominicaine, mais également au Venezuela, au Pérou et en Argentine. Cuba soutient tous les mouvements progressistes latino-américains en lutte, cela même que les États-Unis cherchaient par tous les moyens à anéantir, le plus souvent, hélas, avec succès. De l'aide fut ensuite proposée au Vietnam, où Washington parachevait son œuvre. Il convient de rappeler ici qu'à l'époque, plusieurs centaines de milliers de jeunes Cubains, des deux sexes, se sont portés volontaires pour aller combattre avec le Viet Minh, lequel refusa cette aide militaire mais accepta l'assistance civile cubaine en techniciens, médecins, vétérinaires, etc. Finalement, après l'écrasement de la plupart des guérillas latino-américaines et caribéennes par l'impérialisme et ses relais locaux, c'est vers l'Afrique spécialement que se tourna l'offensive de Cuba. Le gouvernement révolutionnaire de Cuba a ensuite effectivement apporté une aide non négligeable à beaucoup de mouvements en Afrique, notamment des luttes décoloniales, comme l'envoi d'un bateau chargé d'armes et de munitions au FLN en Algérie en 1961, au mouvement de décolonisation des colonies portugaises comme on l'a vu un peu plus tôt, ou à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Je pourrais encore te donner plein d'exemples, mais c'est pas le but. Ce que j'ai vraiment envie de faire comprendre dans cet épisode, c'est que la révolution, c'est pas un projet individuel ou un projet national. Déjà parce que ce serait éclaté politiquement, si tu veux la fin de l'exploitation dans l'état-nation où tu vis mais pas ailleurs, t'as mal compris le concept. Et aussi parce que face à la bourgeoisie, on est hyper faible. Et sans internationalisme, on va juste se faire massacrer. Mais ça pose aussi la question de quelles alliances sont faites. On en a parlé rapidement dans l'épisode sur la lutte armée, des fois il faut faire des choix stratégiques. Si un gouvernement te propose son aide, ça a des limites. Et là, il n'y a pas de réponse miracle. Il y a la pureté de la lutte et il y a la réalité de l'urgence et du danger. En conclusion, prolétaires de tout pays, unissons-nous. Nos luttes ne doivent surtout pas tomber dans un piège nationaliste. Le nationalisme, c'est se ranger derrière la bourgeoisie de son État-nation. C'est privilégier les intérêts de la bourgeoisie française, par exemple, plutôt que les intérêts de classe qu'on partage avec les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Et la bourgeoisie, elle veut qu'on soit nationaliste, pour que notre colère soit dirigée vers d'autres travailleurs, plus précaires, plutôt que sur elle. C'est pas socialiste de soutenir la bourgeoisie française pour des intérêts souverainistes. L'internationalisme, c'est pas des belles paroles, c'est la volonté concrète de lutter ensemble pour détruire toutes les formes d'exploitation, et puis pour reconstruire ensemble. Mais pour qu'il y ait de nouveau des tentatives d'international, il faut aussi qu'il y ait une lutte nationale qui soit importante. Ça n'aurait pas de sens qu'il y ait 2-3 types par pays qui se réunissent pour parler de révolution mondiale au nom de leur nation si à l'intérieur personne n'est au courant et personne n'est organisé. Encore une fois, c'est la classe prolétaire qui fera la révolution, pas les militants révolutionnaires. Quand Marx et Engels écrivaient « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », c'était pas pour que ça fasse joli sur les stands de la fête de l'UMA. C'était parce qu'il y avait déjà aucun doute sur le fait que c'est essentiel. Et il y a des exemples qui ont eu un impact encore maintenant, comme l'instauration par l'Internationale ouvrière du 1er mai comme journée internationale de lutte pour les travailleurs et travailleuses, en hommage au massacre de Haymarket, où des anarchistes se sont fait exécuter au moment où des ouvriers se mobilisaient pour la journée de 8 heures. Et depuis, le 1er mai est partout une journée de lutte. Aujourd'hui, on l'a vu avec le génocide à Gaza quand les dockers marseillais et italiens étaient en lutte et se mobilisaient contre les envois de matériel militaire à destination d'Israël par exemple. Les idées internationalistes existent encore, mais pas assez. Et c'est le travail des militants et des militantes de partager ces idées. Et ces idées, faut pas attendre qu'il y ait une nouvelle internationale ouvrière pour les faire vivre. Aucun changement de société ne pourra se faire à l'échelle d'un État-nation. Peut y avoir évidemment des petites zones où les gens vivent différemment, mais c'est des territoires constamment attaqués qui tiennent en sursis. L'internationalisme est essentiel pour créer une société différente. C'est à la fois l'outil et à la fois le but. Le capitalisme a donné naissance à la mondialisation, c'est-à-dire le fait que toutes les populations, tous les territoires sont dépendants les uns des autres.
Alors oui, actuellement c'est merdique, ça donne lieu à l'impérialisme, la colonisation et l'exploitation, mais le problème c'est le capitalisme, pas la mondialisation. Cette dépendance, elle peut nous rendre forts et fortes, elle peut permettre à ce qu'on s'organise à grande échelle pour renverser ce système. Le capitalisme, de façon désastreuse, a fait en sorte de développer l'industrie partout dans le monde, et de produire assez, voire beaucoup trop, ce qui fait que si le système était différent, tout le monde pourrait vivre correctement. Mais pour ça, on a besoin de lutte internationaliste. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que t'as appris des choses, à bientôt.